Bertholomé est professeur de français et de théâtre. Il vit à Bruxelles. Guy enseigne à l'Athénée d'Oderghem en 3e et 4e. Il a toujours beaucoup lu, à tel point qu'il estime avoir plutôt dévoré la bibliothèque de ses parents qu'étudié lorsqu'il était adolescent. Père de 3 enfants, Guy se lève tôt le matin. Il tient à son quart d'heure de lecture avant que la journée démarre. Ce qu'il cherche dans un livre, ce sont les questions qu'il génère. Guy, toute bibliothèque de professeurs de français a forcément une part un peu plus officielle et une part un peu plus plaisir. C'est le cas ici aussi ? Tout à fait, donc il y a une part plaisir récréative, je vais dire, consacrée à la science-fiction et à la fantasy. Il y a une partie aussi à la bande dessinée. Et puis le reste de littérature, je vais dire, c'est pas du plaisir, malgré tout, mais c'est ce que je lis le reste du temps, pendant l'année. Alors là-dedans, il y a par exemple, on voit beaucoup de choses différentes, beaucoup de noms connus. J'ai l'impression que vous ne cherchez pas forcément à sortir des sentiers battus. Et puis, des choses qui sont tout à fait de l'ordre du programme scolaire, on va le dire comme ça. Ceci, par exemple, Gilbert Sinoué, L'Enfant de Bruges. Oui, L'Enfant de Bruges, c'est un livre que je donne traditionnellement à mes élèves. D'ailleurs, c'est un scoop pour eux, puisque c'est le livre qu'ils auront à la rentrée. Mais par ailleurs, j'essaye de lire vraiment un peu de tout. Alors, les noms connus... Comment vous choisissez-vous les livres que vous leur donnez? Il faut qu'ils soient ennuyeux? Non, allez, rassurez-nous. Absolument pas. D'abord, les livres que je leur donne, c'est toujours des livres qui m'ont fait plaisir à moi. Ça, c'est le premier critère. Ensuite, j'essaie de me mettre dans la peau d'un adolescent qui pourrait apprécier ce genre d'œuvre, tout en sortant quand même de son microcosme habituel. Donc, j'essaie d'éviter les collections jeunesse, qui sont intéressantes par ailleurs, mais qui, je trouve, ne les mènent pas vers d'autres mondes. Donc ça doit me plaire, et alors j'essaye vraiment que ce soit de la lecture plaisir. Ouais. Alors comment est-ce qu'on transmet ce plaisir quand on est professeur de français? Et qu'on aime lire soi-même, évidemment, c'est votre cas, vous êtes là, c'est pas par hasard. Il faut leur parler, il faut amener de la passion, il ne faut pas leur présenter le bouquin comme quelque chose de simplement obligatoire, mais arriver avec son propre plaisir et le mettre sur la table, évidemment. Donc ça, c'est la première clé, à mon avis. Ensuite, essayer de faire vivre ce roman pendant le temps de la lecture, c'est-à-dire j'interpelle les élèves, est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà lu, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, on crée des mini-débats, et puis on fait encore un temps où on parle du livre après l'interrogation, parce qu'il faut aussi en passer par là. Eh oui, pas plus tard, ce sera fini, ce sera plus que du plaisir. Alors votre plaisir aussi, c'est ça. C'est une partie de votre rayon théâtral. Vous êtes prof de théâtre en plus d'être prof de français. Il y a des auteurs là-dedans. On peut parler de Molière, Yasmina Reza qui est très connue, mais il y a aussi des auteurs moins connus. Par exemple, Laurent Van Wetter, qui est un ami, je crois, ou quelqu'un que vous connaissez en tout cas. Tout à fait. Laurent Van Wetter est un auteur belge, bruxellois, forestois, comme moi, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler il y a 2 ans, puisqu'on a créé une pièce qui est en cours d'édition, dont on pense qu'elle sera publiée très prochainement, avec mes élèves, qui s'appelle Éduquons-les. Et donc c'est un excellent souvenir, puisque la pièce a été écrite en classe avec les élèves et avec Laurent Van Wetter. La littérature, c'est aussi le rayon théâtral pour vous. C'est pas que sur les planches qu'on doit voir le théâtre, on peut le lire dans un livre. Tout à fait. Je pense que le théâtre, on le réduit trop souvent à l'acte vivant de la scène de théâtre. Mais le texte de théâtre est passionnant. C'est quelque chose... il faut un tout petit peu s'y faire. Parce que tout n'est pas dit dans une pièce de théâtre, il à vous d'imaginer le décor, tout ce qui va autour, mais c'est une lecture absolument passionnante, et puis c'est un laboratoire surtout. C'est un laboratoire où les gens testent, ils sont totalement libres dans l'écriture dramatique, et ça crée des choses passionnantes, des choses qui seront jamais montées sur une scène, qu'on ne verra jamais sur une scène, mais dont le texte est absolument extraordinaire. Alors j'imagine que vous parlerez de tout cela avec notre invitée, puisqu'elle est aussi enseignante, c'est Nicole Roland, qui va nous rejoindre dans quelques minutes, après une première chronique. Michel, votre rubrique Mauvais genre nous entraîne aujourd'hui... en Angleterre. Quelque part, me dit en Angleterre, oui. Quelque chose, ça, voilà, quelque chose pour le week-end de Sébastien Gendron. Donc je me disais, dans la morosité actuelle, faisons du polar drôle et amusant.
Alors, l'histoire en quelques mots, imaginez un pensionné qui fait sa petite promenade du soir sur la côte et il tombe sur deux choses improbables. Des pingouins, une race de pingouins qui a disparu depuis longtemps, et surtout plein de petits paquets de ce qu'il pense être du plâtre. Donc, il goûte la chose pour voir si c'est du plâtre. Ça pourrait bien être autre chose. Voilà, il goûte Du une polar, fois, 2 fois, 3 fois, et à ce moment-là, il se dit, il est chouette ce plâtre, et si je tuais ma femme, au moins ça réglerait tous mes problèmes. Voilà, donc c'est parti. Et on rentre dans des séquences mais incroyables entre un pensionné qui veut tuer son épouse, une épouse qui est toujours à côté de la plaque, un garagiste qui fait des conneries, plein de scientifiques qui veulent étudier des pingouins, le maire qui veut se faire réélire grâce tantôt aux pingouins, tantôt au trafic de drogue, les flics qui veulent se faire un peu mousser parce qu'au moins ils vont arrêter un gros trafiquant de drogue sans savoir que c'est un pensionné qui fait du trafic de drogue, pensant qu'ils vend du plâtre. Enfin bon, vous avez gêné tout l'imbroglio qu'il y a là-dessus. Et ça, c'est du pur Gendron. Donc Gendron, on l'avait découvert. En fait, on est un peu dans le même registre que le poulpe. Voilà, on l'avait découvert sur un poulpe. Voilà. Et suite à ça, il avait fait une parodie de James Bond, une sorte d'OSS 117, mais version roman. Et ici, il continue dans cette veine-là. Et c'est à la fois la force de Gendron et son défaut, c'est l'excès de générosité. Parce que pour lui, 2 plus 2, ça fait 5. Vous l'acceptez, vous êtes baladé là-dedans, hein, et puis à un moment, il vous dit, ben non, ça fait 6. Et on en remet une couche. Et on continue. Alors à la fois, il utilise tous les critères et les règles d'écriture du polar, avec des chapitres très ramassés, et ça bouge bien, et en même temps, il explose tous les codes, parce qu'il est d'abord là pour s'amuser et pour nous amuser. C'est jouissif quand même, non? C'est vraiment jouissif. C'est probablement pas son grand roman, puisque son grand roman va seulement arriver, j'imagine, mais c'est un vrai moment de bonheur, et puis dans la morosité actuelle, il fallait bien ça. Merci Baleine. Hein, ben merci Baleine, merci Gendron. Nicole Roland a reçu le prix Première il y a moins d'1 an pour son roman Kosabouro 1945, un premier livre dur mais qui n'est pas passé inaperçu. La voilà qui publie déjà le suivant, toujours chez Actes Sud. Pour cette professeure de lettres en humanité dans le Namurois, l'écriture semble être devenue une seconde nature. Elle aime explorer la perte et le deuil à travers la fiction. Esther Guardi est anthropologue. À l'Institut des sciences naturelles, elle se penche sur des ossements vieux de plusieurs milliers d'années pour les faire parler. Et voilà que cette femme, à la dérive, en plein divorce, confrontée à une mère Alzheimer et à la disparition du père, accepte une mission bien réelle pour le tribunal pénal international. Nous sommes en 1999, la guerre du Kosovo vient d'avoir lieu. Esther se rend sur place pour identifier les ossements que l'on retrouve dans les charniers. Un voyage initiatique et douloureux. Nicole Roland, Les Veilleurs de chagrin, votre second roman paraît à peine quelques mois après le premier. On a l'impression que c'est un chantier, je ne le dis pas par hasard, c'est parce qu'on entend celui d'à côté, c'est un chantier qui était antérieur, non? Oui, il a été commencé avant Kosabouro. Et c'est la mort de ma fille aînée qui a précipité l'écriture de Kosabouro et qui a fait que Les Veilleurs de chagrin sont restés en suspens. C'était votre première idée de roman? Oui, c'est un livre qui me hantait depuis longtemps. Et j'avais envie de parler de ces veilleurs, justement. Et j'en parlais pour moi, dans un carnet de notes. Et puis après la sortie de Kosabouro, j'ai eu envie de le reprendre tout de suite parce qu'il y avait un vide terrible et j'ai repris l'écriture des veilleurs. Alors c'est un livre dur, parfois, oui. Qui a en tout cas une partie centrale oui. Qui peut ébranler certains lecteurs, puisque vous emmenez votre anthropologue qui a l'habitude des squelettes, des cadavres, mais elle a l'habitude des squelettes qui ont 5000 ans ou plus. Oui, voilà. Vous l'emmenez sur les charniers de la guerre du Kosovo en fin 1990. Hein. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut s'autoriser et pas s'autoriser dès le moment où on fouille dans ces charniers avec au-dessus de son épaule un lecteur? Il faut être très attentif à ne pas verser dans le gore, dans un côté un peu malsain. Et il faut avoir à l'esprit toujours la réelle présence de ces personnes. Il faut les penser comme des êtres qui sont nos proches. Guy, c'est ce que vous avez ressenti en lisant ce livre? Oui, en partie. Je dois dire que la partie qui est consacrée à ce champ de fouilles dans les charniers du Kosovo est
pour moi la plus réussie du roman, parce qu'elle est très prenante. D'abord, on connaît déjà un peu l'histoire de cette femme, mais il y a toute une réflexion, tout un écho entre son histoire, elle, et l'histoire de ce pays et de ces corps que l'on déterre. Mais c'est là que ça travaille, en fait. Hein. Oui, tout à fait. Et c'est là que le roman, pour moi, prend vraiment toute son ampleur et tout son intérêt. Oui, oui. Et c'est là que les personnages sont vraiment contraints d'exister vraiment. Ils sont dans les derniers retranchements. Ils doivent faire face à des choses très dures, les plus dures qu'on puisse concevoir. Sans s'y être préparé. Sans y être préparé, absolument. Et c'est peut-être ce décalage-là, cette secousse-là, qui permet de dire ce qui est dit. J'ai trouvé aussi que, assez paradoxalement, dans cette partie-là, l'héroïne se perd un peu dans l'atrocité de ce qu'elle met au jour, et en même temps, elle se reconstruit un petit peu en partie grâce à ça. Et je trouvais que cette ambiguïté, ce personnage qui fluctue entre, bon, parce que ce qu'elle vit, ce qui est expliqué, n'est pas particulièrement joyeux. Hein. Je citerai simplement la mort du père, la maladie de la mère, le fait que c'est une enfant battue, son propre divorce, etc. Pas tout révéler, Guy, pas tout. Il faut laisser encore un peu de suspense pour les lecteurs. Non, mais justement, Mais il y a alors qu'on plonge encore quelque part dans pire, oui. Quelque part, c'est le moment où elle va taper du pied au fond de la piscine, Oui. et peut-être émerger, en tout cas. Certainement émerger, certainement, parce que je crois que l'héroïne, enfin les personnages qui font partie de la mission sont confrontés au mal absolu. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de réponses face au mal absolu. Il y a le désespoir, c'est possible, le cynisme, ou alors il y a la recherche d'un sens autre et la volonté de faire reculer le mal. Et pendant des années, ce sont des choses que j'ai voulu éviter personnellement. Je ne voulais pas entrer là-dedans. Et un jour, je me suis dit, enfin bon, quand j'ai voulu écrire Les Veilleurs, je me suis dit, il faut faire face. Il faut regarder ça en face, parce qu'il faut vivre. Et quand vous dites faire face, vous êtes allé sur place ? Non. Vous avez interrogé des gens qui étaient partis sur place ? J'ai lu des reportages, oui. Et j'ai lu les récits, mais très brefs évidemment, des comptes rendus de missions du DVI. Et c'était très intéressant parce que ces gens, bon, il y avait des médecins, c'était surtout des policiers, il y avait des gendarmes, il y avait une psychiatre, une psychologue. Et ces gens parlaient de leur mission en termes très techniques, naturellement, techniques surtout, mais on sentait sourdre une émotion et un amour de l'humanité, un amour de la vie qui m'a vraiment bouleversée. Alors, je voudrais vous poser une dernière question, parce que le temps file. Oui. Vous êtes tous les deux enseignants. Oui. Vous écrivez, vous faites du théâtre, il y a une forme d'expression et d'art chez chacun. Est-ce que c'est important aujourd'hui de transmettre ce goût pour l'art, pour la culture ? C'est fondamental. C'est fondamental. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait ? Je crois qu'on aime passionnément. Et ça passe. On aime et on en parle. Votre statut a changé après le prix premier auprès de vos étudiants ? Ils vous regardent autrement ? Oui. C'est très particulier parce que je ne leur parle pas, ils l'ont su, je ne leur parlais pas de mon livre, ils ne savaient pas que j'écrivais. Et maintenant, ils me regardent autrement et ils lisent autrement. Ça, c'est merveilleux. Ils lisent autrement. Pour répondre à ta question, Thierry, je pense que les formes artistiques sont des fenêtres vers le monde. Et moi, ce que j'essaie de faire avec mes élèves, c'est de les faire passer par les fenêtres. Parfois violemment ou brutalement, mais toujours avec beaucoup de respect. Mais je pense que ce genre de livre, effectivement, c'est une nouvelle fenêtre sur le monde. Je trouvais que c'était remarquablement écrit aussi. Il y a vraiment un style qui est très très intéressant. Moi, j'avais aussi une petite question, c'est j'ai repéré une espèce de métaphore